tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. La conférence de presse du gouvernement à la résidence du ministre d'État, les sujets abordés dans cette édition dans quelques instants. La première réunion 2015 du Club de l'Écho avec pour thème Monaco et l'international. Une soirée en l'honneur des nombreux bénévoles qui ont œuvré pour le bon fonctionnement de la 127e session du Comité international olympique qui s'est déroulée en décembre dernier. Après du patinage mais aussi du karting, la patinoire de Monaco propose depuis peu du curling. Et enfin, la conférence de presse d'avant-match avant la rencontre de la 27e journée de Ligue 1. Monaco accueille Paris ce dimanche. Je vous le disais en titre, place pour débuter ce journal à la conférence organisée à la résidence du ministre d'État, une conférence traditionnelle qui réunissait le ministre et ses conseillers de gouvernement. Quels ont été les sujets abordés devant les journalistes? Élément de réponse dans ce sujet signé Sandrine Nègre. À l'ordre du jour, tout d'abord, le ministre d'État a évoqué le départ de José Badia, désormais ministre plénipotentiaire, et présenté le tout nouveau conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, un visage bien connu au gouvernement, Gilles Tonelli. À la tête notamment de l'équipe chargée de mener les négociations avec l'Union européenne qui débuteront officiellement le 18 mars prochain. Les enjeux sont considérables. Le prince souverain l'a encore rappelé dans son discours à la principauté pour les vœux de fin d'année. Il comporte en fait l'avenir économique de Monaco, d'une part, auquel il faut bien évidemment rajouter aussi la situation de nos ressortissants qui puissent s'installer à l'étranger en Europe, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Cela ne peut se faire bien évidemment que dans un cadre équilibré, c'est-à-dire en respectant les spécificités, les lignes rouges que le gouvernement a fixées pour ces futures négociations. Je dois dire que toute l'expérience que j'ai accumulée dans mes précédentes fonctions à Monaco me permet d'avoir une idée assez précise des lignes rouges qu'il ne faudrait surtout pas franchir dans ce domaine. Autre dossier développé, lié cette fois-ci à l'actualité sociale. Des plans sociaux ont eu lieu chez Borg Warner par exemple et sont en cours chez Robert Shaw et la Single Boy Mooring. Le gouvernement souhaite protéger les salariés grâce à différentes mesures. Dans l'industrie, nous avons effectivement des délocalisations industrielles. Nous pouvons être effectivement optimistes dans ce pays pour les salariés, y compris pour les salariés concernés par ces plans, car nous avons, Dieu merci, une croissance importante de l'économie, un solde net de création d'emplois de plus de 1000 emplois chaque année, mais aussi un gouvernement qui est mobilisé, avec mon département bien sûr en particulier, avec le service de l'emploi. Nous sommes là pour accompagner ces salariés vers le retour à l'emploi à Monaco et nous avons pris une décision politique qui est de leur accorder le statut de prioritaire au même titre que les résidents ou les habitants des communes voisines. Donc nous leur proposons toutes les offres d'emploi et elles sont nombreuses à Monaco. Nous les accompagnons aussi dans des formations au retour à l'emploi, dans des métiers où on a besoin. On recrute à Monaco, les gouvernantes d'hôtels par exemple, les agents de sécurité d'immeubles de grande hauteur, les secrétaires médicales, bientôt les auxiliaires de vie, où il y a de plus en plus de besoins. Mesures liées au monde de l'emploi, toujours les avancées encourageantes concernant le projet de loi du télétravail. La santé, un secteur également à l'ordre du jour, un secteur d'excellence à l'honneur d'ailleurs dans cette brochure pratique. Difficile bien sûr de ne pas évoquer la question du logement avec la très prochaine livraison de la Tour Odéon. Du point de vue du gouvernement, oui, c'est un bilan positif puisque près de 250 logements ont été attribués dans le cadre de la commission de jeudi dernier, 19 février. Ce total peut se décomposer en deux parties. La Tour Odéon, à proprement parler, donc 152 logements concernés. Et pour les logements que j'appellerais de restitution, c'est-à-dire les logements qui sont libérés par les compatriotes, qui sont ensuite réhabilités pour pouvoir être à nouveau attribués, il y en a eu 91. C'est un niveau record. Un travail assez remarquable a été effectué par les équipes, notamment de l'administration des domaines, pour pouvoir, à la fois d'un point de vue qualitatif et quantitatif, proposer un nombre record de logements de restitution. À l'honneur également dans la présentation du conseiller, les très bonnes recettes de l'exercice 2014. Autre source de satisfaction pour l'année 2014, les chiffres de la sécurité routière qui constituent un facteur d'attractivité depuis plusieurs années. Paul Masseron a d'ailleurs précisé les mesures prises dans les semaines à venir concernant l'interdiction de conduire en portant un système de type écouteur. Sachez bien sûr que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette conférence au début de l'heure qui suit la diffusion de ce journal.
On reste à la résidence du ministre d'État. La première réunion 2015 du Club de l'Éco s'y est déroulée jeudi matin. Lors de ce petit déjeuner, les membres du club ont pu discuter autour du thème Monaco et l'international. Voyez le reportage d'Alexandra Pani. Avec un territoire de 2 km² idéalement situé sur les côtes méditerranéennes, la principauté a su tirer profit de sa position privilégiée. Membre de l'Organisation des Nations Unies depuis 1993, Monaco joue un rôle de plus en plus actif dans les organisations internationales. Mais la principauté peut également se féliciter d'une excellente croissance économique. C'était donc naturellement que le Club de l'Éco a souhaité orienter ce premier rendez-vous de l'année autour des relations aussi bien politiques, culturelles ou encore économiques que la principauté tisse à travers le monde. On connaît depuis 2 ou 3 ans des créations records d'entreprises à Monaco. La plupart d'entre elles sont dans le domaine des services et elles attestent là encore de l'activité des personnes qui viennent s'installer et résider et travailler en principauté. Donc les échanges sont nombreux, les entreprises, les principales entreprises de la principauté sont présentes à l'international depuis longtemps, mais on assiste depuis quelques années à, si vous voulez, l'émergence de plus petites structures qui viennent en soutien ou en relais de ces entreprises. Les membres du Club de l'Éco étaient reçus ce jeudi matin par le ministre d'État Michel Roger, accompagné du conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie Jean Castellini et de Gilles Tonelli, récemment nommé en tant que conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération. Ce dernier sera notamment chargé des prochaines discussions avec l'Union européenne. Après un discours du président de la Chambre de développement économique, Michel Dotta, plusieurs membres du club ont fait état de leur positionnement sur le plan international. Je pense qu'il faut exister à Monaco, mais il faut aussi pouvoir exporter son savoir-faire. Et il fallait acquérir déjà une légitimité dans le domaine culturel. Et donc il nous a fallu un petit peu de temps, bien sûr. C'est véritablement après une dizaine d'années et avec le grand succès de l'exposition dédiée à la Princesse Grace qu'on a commencé une itinérance dans plus de destinations, 1 million de visiteurs pour cette exposition, mais également l'idée c'était d'aller plus loin, c'était de faire que les autres expositions du Grimaldi Forum, même si nous n'avions pas les collections, c'était plus facile avec les collections du Palais Princier, même si nous n'avions pas les collections, de pouvoir effectivement exporter ces expositions, et ça commence à prendre vraiment très bien. Le premier marché, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le marché européen en matière de tourisme d'affaires, donc ça reste quand même notre cœur de cible, mais bien évidemment les États-Unis également, mais on commence à démarcher d'autres pays, les pays de l'Est qui vont certainement commencer à se positionner sur ce marché du tourisme d'affaires. Donc là aussi, je crois qu'il faut être présent partout, il faut continuer, mais je crois que chacun le fait à son niveau, que ce soit les hôtels, que ce soit encore une fois la Chambre de développement, la direction du tourisme, c'est cette espèce d'action concertée, cette force commune qui fait qu'on entend parler de Monaco un petit peu partout et qu'aujourd'hui les résultats du tourisme d'affaires sont très bons. Prochain rendez-vous du Club de l'Éco le 19 mai avec pour thème santé et bien-être. Les membres du club seront conviés à cette occasion au Thermes Marins Monte-Carlo. Nous vous en avions déjà parlé sur Monaco Info. La 127e session du Comité international olympique s'est déroulée en principauté en décembre dernier. Ce jeudi, une soirée de gala a été organisée au Yacht Club pour mettre à l'honneur les nombreux bénévoles qui ont œuvré pour le bon fonctionnement de cette manifestation. Vanessa Dessy vous en dit plus. Pour la 3e fois, la Principauté a accueilli en décembre dernier la 127e session du Comité international olympique, un événement de taille qui a demandé une importante mobilisation des équipes et la création de nombreuses commissions pour la distribution des accréditations, l'accueil, les transferts à l'aéroport et bien d'autres. Durant ces quelques jours, plus de 200 bénévoles ont prêté main forte au staff du CIO, qui à lui seul comptabilisait déjà 150 personnes. Une aide précieuse, aujourd'hui remerciée par le comité olympique monégasque. C'est la moindre des choses, c'est la reconnaissance. Le volontariat, vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, c'est un bien précieux. Et nous avons cette chance au comité olympique d'assez facilement appeler des bénévoles et ils arrivent. Et donc ils ont été formidables pendant cette session. Ils ont su accomplir des tâches
quasiment comme des professionnels et avec une conscience professionnelle hors du commun, un esprit d'équipe. Et ce soir, c'était important qu'on puisse tous se retrouver. Pendant plus de 10 jours, hommes, femmes, actifs ou retraités ont apporté leur contribution à cette manifestation hors norme. Une expérience qui a offert à tous ces bénévoles un moment d'échange entre passionnés. J'ai déjà fait l'autre de 1993 où j'étais photographe pour le comité olympique parce que je fais aussi de la photo, mais on apprend toujours beaucoup de choses. Bon, moi j'étais un petit peu à l'écart au début puisque j'étais à l'aéroport pour accueillir les gens, mais on apprend toujours et c'est toujours très sympathique de rencontrer les sportifs du monde entier et les responsables de sport du monde entier. On a rencontré plein de gens de divers métiers différents, on a rencontré de l'amitié, de la chaleur, plein de bonnes choses finalement. Étant à la fois grenoblois et mentonais, bon, je me suis senti dans l'obligation de venir. Voilà. Rencontrer des gens, discuter olympisme et partager une passion avec d'autres personnes. Prochain rendez-vous pour le comité olympique monégasque et ses bénévoles, la première édition des Jeux européens qui aura lieu du 12 au 28 juin prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. En bref. C'est un cube plein en bois de cerisier de 40 cm de côté. L'exposition Construire, une collection actuellement proposée au NMNM à la Villa Paloma, a été présentée et expliquée à des personnes malvoyantes. Ces personnes ont donc pu en savoir plus sur les œuvres d'art qui font partie des collections du nouveau Musée national de Monaco. Des chaînes mais d'une seule couleur. Toutes les chaînes ont la même couleur dans plein de... On ouvre une page sport. La patinoire du stade nautique Régnier 3 propose chaque année de nombreuses activités, du patinage bien sûr, mais aussi du karting et depuis peu du curling. Présentation de cette nouveauté avec Sandrine Nègre. Elle est depuis son ouverture un lieu très prisé pendant la saison hivernale. La patinoire s'est enrichie cette année puisqu'elle propose désormais aux enfants, adolescents et adultes de saisir ses balais, c'est le terme, pour faire avancer ses pierres, des éléments indispensables pour la pratique du curling. On a fait une piste vraiment pour les débutants, pour les loisirs, pour les personnes qui ne savent vraiment pas jouer, mais pour leur faire découvrir cette activité. Donc on a même fait une petite règle du jeu, on a appelé ça curling pour les nuls. Donc c'est vraiment dans l'esprit place des Lys, la partie de boule, on vient, la mairie de Monaco fournit gratuitement les pierres et les balais. On vient, on s'essaye et on essaye de jouer des petites parties de 30 minutes à tour de rôle. Voilà. La règle du jeu est assez simple. Donc il y a des pierres, il y a une cible à viser, qu'on appelle la maison, et le but du jeu est de mettre le plus de pierres possible proche de la maison par rapport à l'autre équipe. Donc celui qui a le plus de pierres près de la maison marque un point. Avis donc aux amateurs, la patinoire fermera ses portes le 8 mars et il ne vous reste plus que quelques jours pour venir tester cette piste glacée. Une piste qui a déjà séduit de nombreux amateurs, femmes et hommes. Il vous livre d'ailleurs quelques conseils. Prévoir un peu des chaussettes short et des baskets, parce que là les talons c'est pas top. Alors, vous maintenant, vous avez vu vraiment je trouve, très concentré, très minutieux et très précis avec vos gestes, c'est vrai? Oui, c'est vrai, j'avais déjà joué dans un autre pays. D'ailleurs, c'est un peu anachronique de faire ça sur Monaco, au bord de la mer, comme ça. C'est une activité bien sympa qui a été mise en place par la mairie de Monaco. Ah bah, il faut venir, c'est génial, hein, c'est rigolo. Voilà. Est-ce que c'est lourd finalement à pousser? Le palais est lourd, mais une fois qu'on la lance, quand il glisse, on ne sent plus rien. Non. Patinage, karting et désormais curling, entre autres. Cette patinoire propose de multiples activités et disciplines très diversifiées. Le 7 mars prochain, d'ailleurs, un apéro-concert sera même organisé ici. Pour la conclusion de la patinoire, on a même fait un petit apéro-concert. Donc on va délocaliser l'apéro-concert qui se fait traditionnellement à l'espace Léo Ferré. On va le délocaliser à la patinoire. Donc on va faire une soirée le samedi 7 mars à partir de 19h. Donc un apéro-concert patinoire où on aura moitié les gens en patin, ceux qui veulent patiner librement. Et après, les gens qui veulent venir en chaussures, en tenue de ville pourront. On équipera une partie de la glace avec de la moquette pour que les gens puissent venir librement profiter de l'apéro-concert. Petit conseil pour terminer, si vous souhaitez participer à cet apéro, évitez peut-être les talons et privilégiez les semelles épaisses à cause du froid.
Sport toujours, après l'excellent résultat de Monaco à Arsenal, une autre rencontre très importante pour l'ASM. Monaco reçoit ce dimanche à 21 h au stade Louis II le PSG, rencontre comptant pour la 27e journée de Ligue 1. Voici les réactions d'avant-match avec Frédéric Hélion. C'est presque le deuxième match de Ligue des Champions de la semaine. Après un succès de prestige sur la pelouse d'Arsenal 3-1 mercredi, Monaco retrouve le championnat dimanche soir avec le choc de la 27e journée de Ligue 1 et la réception du Paris Saint-Germain. Oubliez l'euphorie de l'Emirates Stadium et basculer sur un match crucial pour la suite du championnat. Voilà la mission pour les joueurs de Jardim. En cas de victoire, l'ASM reviendrait à 6 points des Parisiens. C'est un autre match. On passe à une autre compétition, un autre environnement. Voilà, même si on a gagné, on s'est remis en question, parce qu'il faut toujours se remettre en question, même si on gagne, même si on perd. Et voilà, ça va être un autre match, il va falloir se mobiliser pour gagner ce match-là, parce que c'est un match important pour la suite du championnat. On sort d'une très belle victoire contre Arsenal, et voilà, on va essayer de continuer sur cette voie-là. Ça peut faire penser à un match de Ligue des Champions. C'est des matchs que tout joueur aimerait jouer. C'est des matchs que j'aime. Depuis la remontée de l'ASM en Ligue 1, les 3 matchs entre le PSG et Monaco se sont soldés sur le score d'un but partout. Dimanche, Zlatan Ibrahimovic sera absent côté parisien. On sait que Ibra, c'est l'homme fort du PSG. Donc, moi, j'aurais aimé qu'il joue, parce que jouer contre des joueurs comme ça, c'est toujours bien. Moi, j'aime bien jouer contre des grands joueurs. Donc, moi, ça... Après, voilà, il n'est pas là, tant mieux pour nous. On va essayer de faire le meilleur résultat possible, on va essayer de gagner, surtout quand on est chez nous. Voilà, on va essayer de rester sur cette bonne dynamique. Nice, Arsenal, et maintenant on joue Paris en championnat. On va jouer pour gagner. Pour cette rencontre, Jardim va devoir encore une fois se creuser la tête pour composer son 11 de départ, surtout en défense, puisqu'Abdenour, suspendu de match, et Radji et Carvalho, blessés, seront absents. Je vous rappelle la date, dimanche 21 h au stade Louis II. Il est temps d'accueillir notre invité du week-end. Nous sommes de l'Arvoto, alors on va rester dans le même quartier, mais beaucoup plus en profondeur. Jingle. Voilà, nous sommes dans un lieu magnifique, qui n'est pas forcément toujours connu des Monégasques. Manuel Nardi, bonjour. Bonjour. Justement, où sommes-nous concrètement? Alors nous sommes concrètement dans un lieu qui s'appelle la grotte de Volabelle, qui est une grotte naturelle au cœur de Monaco, puisque nous sommes dans le quartier du Larvoto, derrière le portier, et qui abrite une source du même nom, la source de Volabelle, qu'on peut apercevoir derrière moi et de côté, et qui est donc le point de production historique principal de la principauté de Monaco, puisque Monaco, on le sait aussi relativement peu, possède ses propres sources pour alimenter le territoire en eau potable. Alors justement, vous avez dit plusieurs sources. Il y a combien de sources? Quel est le cheminement de l'eau qui arrive comme ça dans nos robinets? Alors effectivement, on a plusieurs sources en principauté. On a d'autres sources pas très loin de Volabelle qui sont autour d'ailleurs de l'usine et des locaux de la Monégasque des Eaux avenue Princesse Grasse. On a d'autres sources qui sont aux côtés au-dessus du Country Club, au-dessus du tunnel sortant côté est de Monaco. Et tout ceci constitue une ressource qui assure à peu près entre un tiers et la moitié des besoins de la principauté annuellement et qui nous permet donc, via le traitement fait sur le site de la Monégasque des Eaux, d'alimenter les réservoirs de la principauté, lesquels réservoirs assurant la distribution aux abonnés de la principauté. On consomme beaucoup d'eau en moyenne, par jour ou par an? Alors, on est à Monaco dans la moyenne de ce qu'on appelle les pays européens développés, à savoir aux alentours de 110-120 mètres cubes pour un foyer normal, entre guillemets, de l'ordre de 2-3 personnes. Alors ça paraît beaucoup, mais il faut savoir qu'on utilise l'eau pas uniquement pour la boisson, bien entendu, mais ce qui est le plus consommateur, c'est tout ce qui est les besoins en hygiène, les douches évidemment, les toilettes, les lave-vaisselle, lave-linge. Voilà, ce sont des choses qui sont consommatrices et qui conduisent à cette consommation. Est-ce que selon vous, justement, on consomme trop, normalement? Alors, on consomme normalement, j'allais dire, pour les habitudes que nous avons. Par rapport à d'autres populations malheureusement plus défavorisées, ça leur paraîtrait un luxe énorme. Il est clair que la tendance actuelle, les besoins de protection de la ressource, les réchauffements climatiques, etc., qui perturbent un petit peu les grands équilibres, nous font passer des messages de
limitation de la quantité d'eau nécessaire. C'est vrai dans le domaine de l'agriculture. Bon, à Monaco, c'est plus les jardins ou l'arrosage des espaces verts, mais également les besoins domestiques. Il faut savoir d'ailleurs que depuis un certain nombre d'années, le critère de consommation d'eau unitaire pour une machine à laver, par exemple, est devenu un élément significatif d'achat. À l'époque, vous vous souvenez peut-être que c'était la consommation électrique qui était un classement de A à G. Aujourd'hui, on a vu également la consommation en eau apparaître comme étant un critère. Au niveau de l'eau, justement, de ces sources, quel est le cheminement de l'eau? C'est-à-dire que c'est une source souterraine, c'est de l'eau qui arrive de la France, qui arrive avec les rochers. Comment cette source qui est juste à côté de nous se remplit? Alors, cette source, on est dans un massif ici à Monaco qu'on appelle karstique, calcaire. Donc c'est un massif qui est très faillé, avec des grottes, des cavités, comme celles où nous nous trouvons. Et donc l'eau de surface qui provient des précipitations s'infiltre. Et on la retrouve retenue dans des bassines, entre guillemets, étanches. Et c'est la raison pour laquelle on voit l'affleurement du plan d'eau ici. Et c'est cette eau qui est retenue avant d'aller à la mer, parce qu'une fois qu'elle est à la mer, c'est trop tard, que l'on récupère pour ensuite l'acheminer à l'usine de traitement, où là, elle subit un traitement de filtration, de désinfection, avant d'être envoyée dans les réseaux. L'eau potable a une signification particulière, les gens l'utilisent beaucoup ce mot, mais il a une signification réelle intrinsèque, qui est que c'est une eau dont on garantit l'innocuité sur la santé au long terme en cas de consommation. Alors justement, quelle est la différence entre une eau qu'on va acheter dans un supermarché et celle qui sort du robinet? Alors l'eau du robinet est une eau qui est naturelle, comme on le voit, et qui donc a des fluctuations au cours du temps, suivant les précipitations, suivant la saisonnalité, suivant que c'est de l'eau de fonte de neige ou de l'eau de précipitation classique. Bref, on a une eau qui n'est pas toujours constante dans le temps. Et la nature nous donne une eau qui est parfois de variation assez importante en matière de minéralité ou de turbidité, de pollution, etc. Et notre travail, c'est de garantir, quels que soient ces aléas, que l'eau du robinet sera, elle, toujours sans danger pour la consommation. Donc c'est ça la qualité potable. Ce qui voudrait dire qu'une eau minérale, par exemple, pourrait être dangereuse pour la consommation? Alors, dangereuse, il faut faire attention à ce que l'on dit. Je dirais simplement pour préciser qu'une eau minérale a une caractéristique bien précise, c'est qu'elle est absolument constante dans le temps. Et en général, ces eaux-là ont des qualités reconnues de minéralité importante ou très faible, avec des taux de sodium, de calcium, etc., ou de magnésium assez significatifs. Et donc, quelque part, il est déconseillé, et c'est un message qu'il faut faire passer, de consommer toujours la même eau minérale tout au long de sa vie. Parce qu'on peut avoir soit des excès, soit des carences en certains composés importants pour la santé. Et donc, il est recommandé de varier ces alimentations en eau minérale. L'eau du robinet ne présente pas cet inconvénient puisque, comme je le disais, elle subit les variations de la saisonnalité et donc elle n'a pas toujours la même minéralité. Au niveau du traitement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gardes-chiourmes, est-ce qu'il y a des sas de sécurité, des contrôles pour vérifier qu'il n'y ait pas un produit bizarre à l'intérieur ou qu'il n'y ait pas, à cause d'une trop forte pluie, une eau de mauvaise qualité? Alors effectivement, le métier de distributeur d'eau que nous exerçons à Monaco, à Monégasque des eaux, une grosse partie est consacrée au contrôle, au suivi de la qualité, des analyses. Il faut savoir qu'on fait un produit alimentaire, donc avec une durée de vie assez limitée. On ne peut pas stocker de l'eau dans nos réservoirs pendant 6 mois. Il faut qu'une fois qu'elle est produite, stockée, doit être distribuée, un petit peu comme n'importe quelle denrée alimentaire. Cette denrée alimentaire en particulier est un des produits les plus contrôlés, puisqu'il y a plus de 54 paramètres, et on respecte en principauté les programmes d'analyse fixés par les normes européennes, qui sont assez drastiques et draconiens, qui concernent des paramètres microbiologiques, des paramètres physico-chimiques, des paramètres de pollution, ce qu'on appelle diffuse, de pesticides, de nitrates, de métaux lourds, enfin, toute la panoplie qu'on peut rencontrer malheureusement dans les eaux brutes aujourd'hui. Et tout ce contrôle est envoyé dans un laboratoire évidemment indépendant à Lyon. Et en complément, nous faisons nous-mêmes notre propre contrôle tous les jours pour s'assurer que la production que l'on assure en principauté est toujours conforme aux normes, quel que soit le jour de l'année. Alors dernière question, l'eau qui sort de nos robinets ici en principauté est potable, mais est-ce qu'elle est bonne? Question subjective. Évidemment qu'elle est bonne, enfin, je trouve personnellement qu'elle est bonne. J'ai eu l'occasion d'exercer mon métier dans d'autres régions. Elle a une caractéristique qui est quand même assez agréable du point de vue gustatif, je trouve, c'est qu'elle est assez chargée minéralement parlant, en calcium essentiellement.
Malheureusement, ce calcium, on l'appelle calcaire quand il s'agit de voir les dépôts, évidemment, dans les casseroles ou dans les éviers, etc. Il faut savoir quand même que c'est une garantie de qualité, puisque les eaux trop douces sont néfastes, notamment au système cardiovasculaire, et que l'apport en calcium est quand même recommandé. Donc c'est une eau de bonne qualité et qui, à mon sens, n'a pas de goût trop désagréable. Je voudrais ajouter un mot d'ailleurs, c'est que le traitement classique, historique de l'eau potable, c'est le chlore. Et à Monaco, de manière assez pionnière d'ailleurs, depuis maintenant presque 20 ans, on utilise du bioxyde de chlore, qui est un composé beaucoup plus bactéricide que le chlore, à peu près 5 fois. Donc on en met 5 fois moins. Et il a, sans rentrer trop dans le détail, la caractéristique agréable de ne pas générer de goût quand il rencontre d'autres particules dans l'eau. Donc c'est un produit quand même qui a de gros avantages par rapport au chlore classique, avec le fameux goût d'eau de javel qu'on peut rencontrer parfois dans d'autres contrées. Manuel Nardi, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Ce journal touche à sa fin, on se quitte avec la météo. Samedi, des nuages dans la matinée, sans pluie et du soleil dans l'après-midi. Les températures sont proches des normales de 9 à 14 degrés. Dimanche, un temps assez beau, gêné temporairement par des nuages en cours de journée. Il fera de 10 à 15 degrés. Lundi, même chose, du soleil un peu voilé, comptez 11 à 16 degrés. Et enfin mardi, un temps sec et agréable. En avance sur le calendrier, les températures iront de 10 à 15 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt, au revoir.